Bonjour à tous et bienvenue dans cette Trading Week. C'est le dernier jour, c'est la finale. J'ai deux finalistes, un de chaque côté, Miret Zaki et Cyrus Fazel. Je vais vous les présenter après, mais avant toute chose, on va commencer avec un sondage déjà pour voir un petit peu comment ça va partir. Globalement, on a déjà des questions qui commencent à arriver, donc j'imagine que le sujet va être assez chaud puisqu'on va parler crypto, blockchain et plein de mots que je comprends pas. Donc j'ai mis un sondage qui va arriver en ligne aujourd'hui, maintenant tout de suite. Est-ce que vous pensez que la crypto est une arnaque? Le sondage est ouvert. Vous n'avez plus qu'à répondre. Euh, Autrement, eh bien, donc aujourd'hui, on a avec nous Cyrus Fazel et Miret Zaki. Alors, je vais vous les présenter brièvement parce que vous les connaissez tous. En tout cas, Miret, tout le monde la connaît depuis le temps. On ne va pas revenir là-dessus. Rédactrice en chef du bilan, ex-rédactrice en chef du bilan, journaliste financière à la radio, à la télé, dans les journaux et un peu partout. Maintenant journaliste indépendante avec plein d'autres fonctions, on va dire, qui se cumulent, indépendante définitivement, j'ai l'impression. Et puis de l'autre côté, Cyrus Fazel, qui est en fait le patron, le CEO, le fondateur de Swissborg. Alors, globalement, eh bien, Cyrus, alors quand je regarde en fait ton profil sur LinkedIn, bon, nous on se connaît depuis un moment déjà pour plein d'autres choses, et quand je regarde Oui. ton profil sur LinkedIn et que je regarde ce que tu fais, je comprends rien. Donc, effectivement, tu es un crypto wealth manager et puis qui est basé sur le système méritocratie. Donc voilà, il va falloir m'expliquer tout ça, nous expliquer tout ça. Donc le but de cette table ronde ce soir, qui va durer grosso modo 1 heure, mais comme on avait un peu de retard pour des raisons techniques au début, eh bien on verra où c'est que ça nous mène. Alors voilà, on va commencer par lancer la chose de manière assez ouverte. La première question que j'ai envie de poser, je vais commencer par Cyrus. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette évolution où aujourd'hui finalement tout le monde nous dit que c'est une révolution, que la crypto c'est l'avenir. Il y a une partie de gens qui sont à fond dedans et d'autres qui comprennent rien, comme moi, j'insiste sur ce côté-là. Et puis, j'aimerais bien voir un peu dans quelle direction on va et quel est l'avenir de ce crypto waste management. Et puis, quel est finalement ce côté crypto blockchain, parce que même déjà rien que là, on a de la peine à comprendre pour certains, en tout cas pour moi. Voilà. Ouais, Donc, je commence par toi et puis après, on verra où c'est que ça nous mène. parfait. Merci beaucoup, Thomas. C'est super cool et super génial d'être avec toi, Mirat, aujourd'hui pour ce dernier jour de Trading Swissquote. On parle toujours de quelque chose de nouveau avec beaucoup de peur. Et on le voit à travers le pôle qui a 21% aujourd'hui encore qui pense que la crypto est une arnaque, ce qui est un peu finalement logique. Et pourquoi? Si on disait par exemple dans les années 70 que finalement toutes les tradings allaient se passer en ligne et qu'il n'y aurait plus de brokers qui vont s'appeler et vendre et des dealers, ça n'existera plus vraiment parce que tout va passer de façon électronique. Et ben Nasdaq dans les années 70, ben, ils ont créé la première plateforme aujourd'hui, la première plateforme électronique à travers une technologie qui a maintenant 40 ans et aujourd'hui la plupart du volume dans le monde est électronique pour quasiment que ça. Et Nasdaq aujourd'hui est le premier finalement marché du monde de trading d'actions et de devises et d'autres différents matières précieuses et autres. Mais c'est un peu pareil pour la crypto en fait. C'est que la technologie derrière le Nasdaq, donc le Swift et d'autres technologies qui s'est amenées à être construites dans les années 70, elles étaient très bien pour les années 70, mais il y a une nouvelle technologie en fait qui s'appelle celle de la blockchain. Et on l'a vu aujourd'hui avec Bitcoin et puis d'autres différentes cryptos, que c'est une nouvelle technologie qui permet de faire des échanges peer-to-peer. Et c'est grâce à cette technologie-là qu'on arrive à avoir vraiment une transparence dans le teneur de registre. On a avoir une immutabilité, donc de ne pas pouvoir corrompre ces données, ce qui crée finalement une confiance absolue. Et donc dire qu'on pense que demain, tout le trading se passera sur la même technologie que celle des années 70 et que ça ne passera pas sur une technologie qui aujourd'hui, maintenant qu'il y a 10 ans, c'est la blockchain, c'est un peu dire, ben, finalement, ben, le cheval, on va toujours monter à cheval et les voitures, ça pollue trop, c'est nul, ça, on n'arrivera jamais à conduire une voiture, ça coûte bien trop cher. Et c'est une évolution qui est complètement logique, pareil qu'avec le téléphone et les téléphones portables. C'est la technologie, quand elle est mieux, est
efficiente, elle est plus accessible, elle est plus transparente, elle donne plus de confiance, ben, on va forcément migrer sur cette technologie-là. Et l'évolution de l'histoire de la crypto, on peut en parler tout à l'heure ou quand vous voulez, ben, on voit que ça s'institutionnalise de plus en plus et qu'à terme, bah, tout va être sur la blockchain. Mirette, toi, comment tu te positionnes par rapport à ce nouvel écosystème? Toi qui as aussi, un peu comme moi, vécu une transition ces dernières années où on a vécu beaucoup de choses finalement. Toi aussi, Cyrus, mais tu es beaucoup plus jeune que nous de toute façon. Mais quand tu regardes la transition qu'on a vécue ces dernières années, comment toi, est-ce que tu te positionnes par rapport à cette mouvance? En lisant ce que tu as écrit ces dernières années, j'ai un peu le sentiment que tu as beaucoup évolué par rapport à ta première perception des crypto-monnaies et à ce que tu vois aujourd'hui. Mhm. Alors, c'est vrai que je crois beaucoup dans les potentialités de la blockchain qui sont énormes et qui ont des applications économiques finalement illimitées, quoi. Il y a tout ce qui est protégé des droits de propriété, des droits de propriété intellectuelle, superviser des chaînes de production, des chaînes d'approvisionnement, y compris pendant le Covid. On a vu les applications incroyables de la blockchain. On a vu comment ça permet aussi de tracer des personnes qui ont des symptômes du Covid, et puis d'accéder à des données de patients, mais en toute sécurité. Donc, dans l'aspect sécurisation, validation et vérification des échanges et des transactions, je pense que la blockchain, elle a cartonné, elle a vraiment prouvé son applicabilité extrêmement utile. Aussi pour tout ce qui est succession, héritage, il y a des potentiels incroyables pour des versements faits à des héritiers de manière sécurisée, sans avoir besoin de trop d'intermédiaires. Je crois qu'on révolutionne vraiment la façon de faire chez les notaires aussi, avec les smart contracts dans les achats immobiliers. Ça amène une sécurité absolument incontestable. Après, il y avait les promesses initiales de la blockchain. Alors, la blockchain avait promis même encore plus, c'est-à-dire par rapport surtout à son produit dérivé principal qui est la monnaie, qui est la crypto-monnaie, donc le Bitcoin principalement. Là, je dirais qu'on avait imaginé des choses peut-être encore plus invraisemblables, c'était d'avoir des crypto-monnaies qui puissent être des vraies alternatives. Des alternatives à quoi? D'abord des alternatives aux principales monnaies, ensuite des alternatives de la diversification par rapport aux classes d'actifs traditionnelles, c'est-à-dire des vrais, soit une alternative aux monnaies avec leur risque et qui se compare à l'or, soit une alternative aux classes d'actifs qui est décorrélée. Alors là-dessus, ça c'est pas vérifié. Je crois qu'aujourd'hui, la blockchain, les dérivés les monnaies dérivées de la blockchain qui sont basées dessus, les crypto-monnaies, elles sont avant tout un produit d'investissement, disons-le clairement, un produit d'investissement assez spéculatif et assez corrélé quand même au marché. Par exemple, vous pouvez voir la courbe du Bitcoin et celle du Standard & Poor's 500 pendant le crack du 24 février là, et le rebond du 23 mars. Vous avez vraiment des patterns très similaires. Ok. Aujourd'hui, déjà, juste peut-être pour revenir un peu à la genèse, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent et on n'est pas tous au même niveau. On parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain. Alors, en deux mots, Cyrus, c'est quoi la différence? Une crypto-monnaie, on Ouais. est d'accord, mais enfin, juste simplifier la chose. Une, c'est la technologie et l'autre, c'est une sorte d'asset class. Donc, la blockchain, c'est une technologie qui est une composante dans les différentes cryptos. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, je dis à la crypto, c'est on parle souvent de crypto-monnaie, c'est vraiment un terme que j'apprécie pas énormément parce qu'il y a vraiment quatre classes d'actifs en fait, qui sont bien séparées dans les cryptos. Il y a tous les crypto coins ou les crypto-monnaies que eux, ils permettent vraiment à être un substitut du cash. Donc, on a le Bitcoin Cash, du Monero, du Zcash. Et vraiment, leur seul but, finalement, c'est de faire du transfert de valeur, de value. Ensuite, il y a toutes les plateformes. Donc, tout ce qui est, par exemple, Ethereum, Tron, et Cardano et plein de différentes différentes plateformes sont des blockchains dans lesquelles on veut construire des applications, un peu comme Android ou iOS par exemple, pour le mobile. Et c'est vraiment une plateforme, d'accord, comme une plateforme d'Internet où on crée dessus différentes applications. Ensuite, il y a tous les utility tokens, donc ce que nous on a chez Swissborg, c'est des tokens qui ont différentes utilités au sein de leurs différents projets, leur écosystème,
qui peut avoir des réductions de fees, on peut avoir des droits de membres, des droits de vote, on peut avoir plein de différents droits en fait grâce à ces utilités, ces jetons. Ensuite, la dernière classe, c'est tout ce qui est security token ou asset backed token. Et ça, par exemple, il y en a un qui marche très bien, c'est toutes les cryptos qui sont backés par des devises classiques, comme le USDT, USDC, il y a aussi pour l'euro, il y a aussi pour plein de différents stablecoins, qui sont en fait, du coup, une tétrisation de ce qu'on veut. Donc là, dans ces cas-là, c'est des monnaies étatiques, mais ça peut être aussi, finalement, ces security tokens peuvent être aussi une valeur de titre d'action, d'immobilier, d'or, de diamants, de ce que vous désirez finalement. Donc c'est cette asset class qui va énormément grossir parce que on peut finalement tétriser toutes les valeurs mobilières qui existent dans le monde entier à travers la blockchain. Donc si on va par là, finalement, les marchés financiers tels qu'on les connaît, sans parler des crypto-monnaies, mais si on parle simplement des marchés régulés que tout le monde traite régulièrement sur des plateformes comme Swissquote, eh bien à terme, on va avoir finalement plus que ça, on va être totalement remplacé. Donc on est en train de vivre une révolution et cette révolution, on a de la peine de l'extérieur, parce que je vais être très honnête, moi je m'y intéresse pas du tout. Et j'ai vraiment de la peine à comprendre à quel moment la transition va se faire. Et là, il y a quelqu'un qui me pose justement la question, est-ce que finalement, on va tous s'y mettre et y comprendre quand ce sera vraiment une monnaie pas réelle, mais dans quelque chose qu'on va pouvoir utiliser ça tous les jours? Direct. Non, alors, moi, Non. tu me demandes, alors, moi, je ne pense pas que ça va remplacer la finance classique. Si on regarde en capitalisation boursière, on est à combien de capitaux boursières pour toutes ces monnaies? On n'est même pas à 250, ouais. 250 milliards. milliards. Ouais, ouais. On avait atteint plus que ça, non, Cyrus? On avait peut-être approché les 400 ouais. milliards. Mhm. Ouais. Et puis, bon, la finance classique avec tous les actifs traités, on est à 100 000 milliards, quoi. Je veux dire, c'est en fait, ça va. À l'heure actuelle, ce qui s'est vraiment passé, c'est que les différentes crypto-monnaies, elles se sont financiarisées très vite. Donc, elles ont commencé à exister, puis elles étaient dans une communauté de gens qui y croient, qui ont la foi là-dedans, qui sont des communautés assez idéalistes, etc. Et puis ensuite, c'est très vite, mais au bout de 2 ans, c'est venu dans la finance sophistiquée. Parce qu'il y a eu notamment des bourses de dérivés. Je pense, Thomas, tu as vu quand en 2017, il y a eu ces bourses de dérivés américaines qui se sont lancées. Très vite, on a eu beaucoup plus de specs sur ces crypto-monnaies-là, principalement le Bitcoin, l'Ether et le Ripple, et que plus de specs là-dessus que de trading même réel dessus. Et les volumes sont devenus phénoménaux avec les futurs et les options. Ça agit beaucoup sur le prix de ces monnaies. Donc, en gros, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que ça n'a pas pris une telle ampleur que de pouvoir vraiment défier la finance classique, mais ça a plutôt été récupéré. Ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir, hein, du tout, mais j'ai constaté que ça a été récupéré par la finance classique dans le sens où c'est les mêmes traders, si tu veux, ceux qui vont sur les plateformes de futurs à Chicago, sur la bourse de Chicago, qui traitent ça comme ils traitent une matière première, etc., ou une devise, les mêmes phénomènes, mais après on peut y revenir, je crois qu'on a le temps, mais les phénomènes de liquidité aussi font que les actifs comme les cryptos montent en même temps que d'autres actifs comme les actions, les devises, l'or, et créent une espèce de synchronicité et de corrélation entre tous ces actifs, là où on espérait que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies restent en dehors de cet univers-là, protégés. Mais c'est hyper financiarisé et il y a vraiment une industrie des dérivés très importante qui s'est créée dessus, surtout aux États-Unis. C'est les bourses américaines des dérivés qui ont vraiment pris ce marché. Cyrus, tu parlais, enfin justement par rapport, je rebondis là-dessus parce qu'on parlait de gestion classique. Et toi, chez Swissborg, en fait, vous faites je disais au début, du wealth management avec la méritocratie. Ouais. Tu peux m'expliquer parce que là, j'avoue que c'est. Je pense ça fait, je pense, 200 ans que le monde essaie de se battre quel est le meilleur modèle de gouvernance. Et je pense que dans la blockchain, où je rejoins aussi 100% Miret, c'est que c'est très communautaire. Bitcoin a été créé parce que Lehman Brothers est parti en faillite.
Et à travers chaque crise, comme la crise qu'on est en train de recevoir aujourd'hui, recevoir à travers le Covid, le confinement, il y a toujours toujours des catalystes et des trucs assez extrêmes qui se créent. Autant Black Lives Matters, où tout le monde va travailler de chez soi de façon distribuée dans des équipes probablement les 5 prochaines années, parce qu'on se rend compte qu'on a très bien travaillé. Et ce meeting aujourd'hui est probablement aussi intéressant que de se voir finalement face-to-face. Et pour revenir à la méritocratie, ben, chaque écosystème de blockchain veut se dire n'importe quelle personne peut avoir accès, mais en revanche, on veut seulement rewarder la personne qui a une contribution positive au sein du réseau. Et par exemple, dans le Bitcoin ou dans la plupart des réseaux de crypto, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de pays. Aujourd'hui, 2% du mining de toute la crypto est fait en Iran. 1,5% est fait au Corée du Nord. Je dis pas que l'Iran, bon, finalement, forcément l'Iran, je suis pas contre, mais je dirais pas que la Corée du Nord a pas, je suis pas pour la Corée du Nord, mais par contre, je suis pour un pays où, je suis pour une économie où chaque personne peut y contribuer. Et au sein de chez Swissborg, c'est un peu la même chose. On s'est dit, comment on pourrait appliquer un peu ce modèle-là, mais de façon un peu plus sophistiquée que celle de ce qu'a fait le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est-à-dire que rewarder les miners, mais rewarder vraiment les personnes. Donc, le principe de base de la gouvernance, c'est savoir comment décider le futur de son réseau. Et ce qu'on a fait juste après avoir fini notre ICO, notre Initial Coin Offering, donc notre crowdfunding international dans lequel on a émis un jeton et en contrepartie des gens nous ont reversé différentes cryptos et différentes monnaies stables. Avec ce jeton, donc, qui est un multi-utility token, notre Swissborg token, les gens ont le droit de voter dans notre écosystème. Et à chaque fois qu'ils votent, ben, par exemple, on les rémunère. Donc, c'est une façon pour nous de faire que les gens, on leur donne le droit de vote, mais en plus, on les rémunère. Donc, c'est un peu ce côté méritocratique. Tu fais quelque chose pour le réseau, ben, on va finalement te payer pour ce que tu as fait qui est bien. Et puis, on a une autre plateforme qui s'appelle la DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. Et en gros, on a plein de différents projets et puis les gens travaillent dans ces différents projets et on les rémunère à chaque fois. Et c'est la communauté qui se dit, cette personne a bien travaillé, cette personne a bien payé. Donc, du coup, on donne et on rémunère ces personnes. Et c'est une façon beaucoup plus logique que ce qu'il y a aujourd'hui dans la finance traditionnelle qui est en gros, j'attends juste mes dividendes et je suis passif. Et ça ne devrait pas être forcément comme ça, parce que c'est pas parce que tu investis autant qu'une personne en termes d'argent que tu contribues dans le projet autant. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup plus, qui amènent énormément plus de réseaux, qui sont des meilleurs ambassadeurs, et de ce fait-là, on essaie toujours d'avoir l'approche quantitative, donc rémunérée par rapport au staking, donc le nombre de tokens qu'on a, mais aussi à combien la contribution en termes d'effort en fait. Et c'est quelque chose notre communauté aujourd'hui est super heureuse et on essaie d'automatiser ce système. Qu'en est-il de la régulation? Parce qu'en fait, ce que tu expliques, c'est super intéressant, mais là, il y a des gens qui me demandent justement comment est-ce qu'on peut faire on peut faire confiance à tous ces nouveaux écosystèmes, sachant que ça reste quand même quelque chose de très opaque, avec une régulation qui est très, je sais pas comment vous êtes régulé chez Swissborg, et je sais pas ce que Mireille, toi, tu penses par rapport à la régulation, mais il y a justement on voit, en tout cas, ce que je vois au niveau des questions, c'est que les gens, ils se disent, mais sur quoi je m'appuie pour savoir que c'est bon? Mirette? Oui, alors la régulation en Suisse, elle a été précisée en fait depuis quelques mois, mais elle s'est concentrée surtout sur les tokens, ça veut dire les actions en fait basées sur la blockchain, les parts qu'on peut détenir dans différents actifs. Et elle a vraiment précisé que ça allait être l'équivalent de ce qui se fait déjà avec les titres classiques. Donc, il n'y a pas eu de complexité qui a été ajoutée, ça c'est très bien. Il y a aussi la fiscalité dont il faut prendre compte qui est pas forcément très avantageuse en Suisse. Donc, il faut bien voir quel type de token on va utiliser parce qu'il y a des tokens qui sont fiscalement plus attrayants que d'autres. Mais c'est vrai que la Suisse, quand elle fait une législation comme ça, elle travaille beaucoup avec les banques, avec le secteur financier, ce qui est normal dans un pays où le secteur financier est très important. Et on s'est dirigé naturellement vers les tokens de participation qui sont assez encouragés vraiment en droit suisse.
Et puis l'autre chose qui a aussi très bien marché, c'est tout ce qui est ETF et ETP. Ça, on a Swissquote, on a d'autres qui font aussi des ETF parce que ça, c'est très liquide, c'est facile à comprendre. L'investisseur, il n'a pas peur, il sait qu'il peut investir dans un panier de crypto-monnaies sans risquer. Il n'en détient pas directement, donc c'est un ETF qui peut vendre à tout moment. Et puis, ça a beaucoup moins de frais. Parce qu'alors, aux États-Unis, la régulation était beaucoup plus stricte. Il y a des boîtes qui ont essayé de faire valider des ETF et qui peuvent toujours pas le faire. Et donc, aux États-Unis, c'est surtout les fonds de placement qui sont utilisés pour investir dans les crypto-monnaies. Et là, il y a des frais, mais beaucoup plus élevés, beaucoup plus élevés. Donc là, l'Europe, je dirais, la Suisse, ont vraiment l'avantage avec les ETF et les trackers. Parce que là, les États-Unis ne sont pas du tout avantageux à ce niveau-là. C'est curieux. C'est vrai que les États-Unis, ils ont eu vraiment le marché des dérivés, des futurs et options sur crypto. Mais la Suisse et l'Europe, c'est plutôt les ETF sur crypto qui marchent très bien et qui inspirent confiance. Donc, en fait, que fait l'investisseur, l'acheteur qui est intéressé par la blockchain, mais surtout par les crypto-monnaies, parce qu'il les comprend un peu mieux que la blockchain, eh ben, c'est qu'il va dans des produits rassurants, typiquement rassurants comme les ETF, quoi, qui sont liquides, où lui, il n'a pas besoin d'être responsable, de prendre de risques de contrepartie. Il peut éviter le risque de contrepartie aussi, suivant où est-ce qu'il les achète. Il n'a pas besoin de détenir ses actifs. Et donc, voilà, ce marché d'ETF et de trackers sur crypto a bien décollé en Suisse parce qu'il est simple à comprendre surtout. Maintenant, si je reviens un peu sur les explications de Cyrus, c'est vrai que moi j'ai fait des articles avec Cyrus sur Swissborg qui est vraiment… Ce qu'ils ont fait bien, c'est qu'ils sont allés aux origines de la philosophie qui a inspiré la création même du Bitcoin. C'est cet esprit qui veut finalement réformer la gouvernance, trouver une façon décentralisée de faire participer les gens. C'est pas que les gens de la blockchain qui réfléchissent à ça, mais eux, ils sont l'avant-garde de la pensée économique, je dirais. Parce que une entreprise aujourd'hui peut effectivement utiliser une démocratie actionnariale participative en faisant voter sur la blockchain ses actionnaires, ses stakeholders, ses employés, connaître leurs avis, donc ils peuvent avoir un pouvoir politique en échange de ces parts-là ou de ces tokens-là, ou un pouvoir économique, pouvoir politique ou économique, décentralisé, réparti sur un grand nombre d'employés ou d'actionnaires qui peuvent s'exprimer. Et donc, on a un modèle participatif qui est fantastique parce qu'aujourd'hui, on a vraiment, avec les GAFAM, par exemple, des structures hyper centralisées, monopolistiques, souvent, qui n'avantagent pas le citoyen ou même l'employé. On est un peu écrasé sous ces grandes structures. Et quand on a des boîtes comme Swissborg et d'autres qui font comme ça participer très largement leurs clients, leur communauté, eh ben, je crois qu'on va vraiment vers un modèle très intéressant au niveau de la gouvernance. Ça aussi, Cyrus, c'est un atout de la blockchain réel. Ouais. Cyrus, tu veux rebondir sur la régulation? Ouais, alors je pense qu'en termes de… On n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Et en Suisse, il y a le framework des ICO qui est super réglementé. Les asset classes, qu'on en a parlé tout à l'heure, les 4 différentes des cryptos, aujourd'hui, il y a un framework qui est assez bien fait. Et puis, toutes les sociétés légitimes en Suisse ont une autorégulation, le VQF, très similaire à ce qu'un family office a ou un tiers gérant a. De plus à ce que ça, par exemple, nous chez Swissborg, on est en train de faire remplir tous les données pour devenir intermédiaire financier avec LSFIN, donc comme tous les tiers gérants, encore une fois, ou les money managers qu'il y a en Suisse. Donc finalement, c'est un framework qui est super bien fait. Sur le plan de vue d'Europe, c'est un tout petit peu du coup plus compliqué. Donc en Europe, nous on est en Estonie pour ça. On a différentes licences qui permettent de faire de la custody de crypto et aussi d'échange entre fiat à crypto, donc une deuxième licence. Et après, il y a Amsterdam maintenant qu'ils ont mis un setup qui est assez clair. Les autres pays, c'est un peu compliqué. US, c'est super bien fait. Il y a la PIT license et puis il y a Wyoming qui vient de mettre en avant un Banking Act où ils peuvent faire de la crypto à partir du canton, mais de l'État de Wyoming. Et au Japon, eux, ils ont mis clair et net un guidelines qui a été prouvé depuis 2017. Donc finalement, c'est pas le Wild Wild West. Des gens qui font partie de la crypto, oui, il y a
énormément de freaks, c'est honnêtement une personne incroyable, et aussi potentiellement des personnes qui sont pas super légitimes, comme dans toutes les industries. Après, la blockchain se voit super transparent. Si demain, moi, je t'envoie, par exemple, je vais le faire tout à l'heure, comme ça, tu auras des Swissborg tokens. Je vais t'envoyer les Swissborg tokens et tu verras, tu seras très content d'en avoir, surtout dans un an, j'imagine. Il paraît que ça a pris 400%. C'est vrai ça, ces derniers jours? Ouais. En ce moment, on est dans le top 70, ce qui est incroyable. On est une des plus grosses cryptos, c'est vraiment génial. On a réussi à bien devancer le prix de notre ICO, donc on est très heureux. Mais ce que je voulais dire, c'est que si demain je t'envoie les Swissborg tokens ou des bitcoins ou peu importe, on est reliés, toi et moi, jusqu'à la fin de nos vies. Même après, nos enfants pourront voir que nos wallets est étranger. Donc, la transparence qu'il y a derrière la blockchain, c'est celle qui est la plus grande du monde. On ne peut pas effacer en fait un trade. Que si tu passes un trade demain chez n'importe quelle plateforme de trading, peu importe ce qu'il soit, elle peut être effacée par n'importe quel serveur. Donc, c'est un peu différent. Et penser que la blockchain ne va pas remplacer une technologie de Swift qui a 40 ans, encore une fois, quand on voit ce qui se passe dans les pays émergents, c'est super difficile, par exemple, à traiter sur ces différents marchés émergents. Eux, ils sont déjà en train de mettre en place, comme la Thaïlande ou d'autres différents marchés, des systèmes de bourse à travers la blockchain, parce que finalement, la blockchain, pour être très simple, pour résumer, c'est un teneur de registre qui permet de différents identifiants d'envoyer et de transacter entre différentes personnes. Et ça enregistre toutes ces différentes transactions. Après, il y a différentes blockchains qui ont différentes technologies qui arrivent à faire des trucs plus ou moins intelligents. Mais juste là-bas, c'est un Excel sheet que tout le monde a accès, mais personne ne peut effacer. C'est aussi simple que ça, la blockchain. C'est pas plus compliqué qu'on le pense. Je vais revenir sur la crypto-monnaie. C'est une question que je me pose aussi, mais on vient de me la poser maintenant. Est-ce que on a entendu qu'il y avait des dizaines de crypto-monnaies différentes. Est-ce qu'on va vers une consolidation à la fin? Est-ce que le but ultime, c'est d'avoir une seule monnaie qui remplace toutes les autres monnaies, une seule crypto qui va devenir la référence mondiale? Mirette, peut-être? Ouais, je crois qu'il y a déjà plein de crypto-monnaies complètement insignifiantes qui valaient rien du tout, qui ont disparu, qui ont été recréées, d'autres. C'est un univers en ébullition comme ça. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est très clair quoi que le Bitcoin, il a pris quasiment tout le marché, surtout après les dernières chutes. À chaque correction, finalement, c'est pas si schématique, mais c'est vrai que le Bitcoin, il prend de plus en plus de place. Et la question, c'est est-ce que lui-même, il peut vraiment challenger les monnaies existantes? Donc même lui, avec tout la capitalisation boursière qu'il concentre, c'est même pas sûr qu'il arrive vraiment à tenir tête. Pourquoi? En fait, moi, je pense pas du tout que c'est parce que il a moins de valeur ou qu'il a moins de mérite que les monnaies comme le dollar ou l'euro. C'est parce qu'il fait face à un challenge invraisemblable qui est d'ordre géopolitique. En fait, les États, tout simplement, ils mettent hors la loi n'importe quelle monnaie qui circulerait sur leur territoire comme ça, sans autorisation. A priori, le legal tender, il est seulement attaché à des monnaies nationales imprimées par les banques centrales de chaque pays. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un marché décentralisé et autorisé officiel pour des monnaies. L'or, qui avait réussi l'exploit d'être un actif de valeur considéré comme une monnaie et qui est décentralisé, eh ben, il a toujours été challengé, il a parfois été confisqué, surtout pendant les guerres. On ne pourrait pas aujourd'hui l'utiliser vraiment comme monnaie parce qu'il n'est pas... évidemment, on a les pièces et on le collectionne, mais on est quand même tenu d'utiliser la monnaie nationale. On ne va pas se mettre à échanger de l'or. Son cours, il est parfois manipulé. Il a été manipulé pendant des années par des grandes banques, peut-être aussi par certaines banques centrales. Mais non, tu peux pas dire ça. Ça n'existe pas. Alors, il faut dire zero hedge. Hein. Non, mais il faut. Non, mais enfin, il y a les traders, les vrais, ils savent. Non, je rigole. Bon, le cours de l'or, il a été manipulé par des grandes banques qui ont manipulé le prix de l'or et qui ont fait des procès, qui ont eu des procès pour ça. Des noms. Et puis, le Bitcoin, maintenant, il fait face au gouvernement, en fait. Donc, je veux dire, le stablecoin aussi de Facebook, il a fait face au gouvernement.
même si c'était une monnaie qui est beaucoup plus centralisée que le Bitcoin, c'est aussi une monnaie qui, une plateforme multinationale allait lancer, la Libra, a aussi fait face donc aux oppositions de différents gouvernements. Donc en gros, c'est pas le vrai obstacle, parce que si cet obstacle n'était pas là, dans un marché complètement libéralisé, je veux dire, ces monnaies, eh ben, elles pourraient tout à fait être adoptées, parce qu'après 2008, il y a eu une vraie question sur la dévaluation à long terme des monnaies. Je sais pas si tu veux en parler, Thomas, mais les monnaies classiques, donc, elles subissent une dévaluation très très long terme parce que elles se dévaluent l'une par rapport à l'autre en permanence. Et la seule façon de les mesurer de façon intrinsèque et absolue, c'est comparé à l'or ou à d'autres matières premières assez stables. Mais elles, les monnaies, à cause de la création monétaire gigantesque, elles se dévaluent. Donc, there is a real case, il y a un vrai cas pour le Bitcoin. Hein. C'est absolument réel. Sauf que légalement, il est bloqué par des dimensions politiques qui font que si un jour des crypto-monnaies se répandent, très paradoxalement, les crypto-monnaies des banques centrales. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tous ces gros monopoles, les banques centrales, les grandes plateformes comme Facebook, qui ont fait une véritable OPA sur la blockchain, en fait. Pas juste sur les crypto-monnaies, sur la blockchain en général. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, si un jour, ou s'il y a une adoption de masse de la blockchain, ça va passer par des entreprises qu'on connaît, par des plateformes qu'on connaît, qui sont très centralisées, qui sont très puissantes et qui vont mettre en œuvre la blockchain. On va avoir des UBS qui nous proposent la blockchain, on va avoir des grandes institutions, des banques centrales qui nous proposent des monnaies digitales. Et c'est ça, hein. Swisscom aussi a beaucoup expérimenté avec la blockchain et continue de le faire. Ils ont une division consacrée à ça. Et donc, il faut aussi se dire que la blockchain, elle est extrêmement institutionnalisée. Elle est en voie d'institutionnalisation très rapide. Justement, alors, par rapport à ça, finalement, est-ce qu'il y a, tu viens de parler de l'émission de crypto-monnaies par des banques centrales ou par des grandes banques, tout simplement. Est-ce qu'il y a un risque qui pourrait, finalement, que ces grandes institutions qui aujourd'hui sont en place, comme les banques centrales ou même carrément les gouvernements, qui pourraient juste mettre les pieds au mur parce qu'ils perdraient une certaine partie de leur pouvoir, ou simplement c'est impossible parce que la machine est en marche et puis qu'ils n'auront pas d'autre choix que de plier sous le fait que ces nouveaux produits, ces nouvelles technologies financières arrivent sur le marché. Moi ou Cyrus? C'est égal, les deux, je pense que les deux, vous devez y répondre là. Alors commence-toi, Mirette, et après Cyrus. Ah ouais, ok. D'accord. Alors non, ils vont pas. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont complètement absorber beaucoup de ces technologies et les utiliser dans leur propre intérêt. Par exemple, et ça c'est un mauvais exemple, mais bon, Coinbase vendait quand même ses services au gouvernement américain. Hein. C'est juste Cyrus. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est comme BlackRock aujourd'hui qui travaille pour la Fed officiellement. Enfin, ils sont mandatés par la Fed pour sauver le marché américain. Voilà, ils rachètent des titres et tout. Et ben, les grandes plateformes, les grandes crypto-bourses, etc., elles vont devoir se politiser un petit peu, faire des partenariats avec des gouvernements. Pour moi, ça va passer comme ça. Ça va s'institutionnaliser et rentrer dans les législations en vigueur et ça ne pourra pas rester en dehors. Ouais, je pense que Mirette est à 100% d'accord. Déjà, il faut comprendre une autre chose aussi, c'est que, comme Mark Twain le dit, history doesn't repeat itself, but it rhymes. Et c'est vraiment le cas de tout. On était intranet, on a fait Internet. Et honnêtement, les gens qui sont intranet aujourd'hui, ça fait presque de la peine, pas très honnête. Mais 99% de tout le contenu aujourd'hui, c'est l'Internet. Et ça va être un peu similaire à ce qui se passe avec la blockchain. Donc, il y a des blockchains privées, comme Ripple. D'ailleurs, si vous avez des XRP, je vous conseille de les vendre au plus vite. C'est vraiment le pire je pense, des cryptos à avoir. Et il n'y a aucune utilité au sein de XRP pour moi. Mais en termes de société, Ripple, j'ai énormément d'espoir pour eux parce que c'est des gens qui travaillent avec toutes les banques et aussi avec les différentes banques centrales pour commencer à faire des plans de pilotage de comment ils feraient pour
avoir une blockchain qui pourrait tenir de compte pour leurs actions, tenir de compte pour leur money market fund et aussi pour les gouvernements pour établir leur propre stablecoin. Donc, stablecoin, ça veut dire une monnaie stable sur la crypto, sur la blockchain, pardon. Et Xi Jinping, le président chinois, a bien dit que dans 2 ans, 3 ans, ils l'ont. Mais ça sera sur l'intranet. Ça veut dire que ça sera sur des blockchains privées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va les miner, ça va que être eux qui pourront les émettre, c'est qu'eux, ils pourront potentiellement effacer des données. Sur la blockchain privée, tu peux, comme il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de vérification, en fait, c'est juste un réseau distribué. Tu pourras voir toute la chaîne, mais tu pourras aussi privatiser des transactions. Et c'est pour ça que XRP ou Hyperledger, la blockchain privée, donc plutôt le réseau distribué d'IBM, ils arrivent à faire énormément de cas de pilotage dans différentes banques centrales. Et c'est certain que ça va arriver, c'est juste plus logique de l'avoir. Et puis surtout pour le bon côté, pour que tout le monde puisse avoir finalement un téléphone qui est un compte bancaire, mais aussi pour que des pays puissent surveiller tout. C'est génial. Imaginez un pays qui a tout sur la blockchain pour les taxes. Il n'y a plus de blagues, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est genre, dès que tu fais une transaction, la TVA elle est prise. Dès que tu es à la fin de l'année, tes impôts sont directement pris. Dès qu'il y a un achat ou une vente de quelque chose, tu as une moyenne de tous les achats immobiliers, tu sais ce que c'est la moyenne de ta maison. Tout devient en fait une valeur qui est transmise et que tout le monde peut vérifier ce qu'il en est. Donc ça arrive à un pays qui est totalement transparent d'un bon côté, et un autre côté, un pays qui peut être potentiellement dangereux, surtout si c'est dans la main des différents réseaux sociaux qui ont déjà tellement d'informations sur nous, s'ils commencent à dire, bon, bah lui, il vient de se faire 1000 francs en bonus, allez, on va lui envoyer une petite vidéo drone parce qu'il va probablement l'acheter. Après là, ça peut devenir très dangereux, d'où la méfiance de plein de personnes qu'ils ont par rapport à Facebook et Libra. Libra est un super projet, Facebook et Libra peut être un danger, peut être un projet très dangereux parce que quand on a trop de data, on devient un peu les dieux et on arrive à tirer les ficelles de chaque personne qui on veut. Donc je pense que c'est une question de temps qu'on va arriver sur des pays avec des monnaies digitaux. Ouais. Oui, cette institutionnalisation, régularisation des blockchains, c'est aussi parce que les gens, ils ont peur. Quand le marché de masse, il va aller sur le régulé, le plain vanilla, il va pas prendre de risques, et c'est pour ça. Donc, on a aujourd'hui, en fait, les blockchains un peu, disons, régulées versus la finance décentralisée ou les blockchains vraiment open et libres. Et on voit bien que tout doit passer par le comment dire, le guichet réglementaire. Ouais. Est-ce que Je t'entends plus malheureusement. là vous m'entendez? Le son. Ouais. Ouais, ça va, pardon, désolé, excusez-moi. Aujourd'hui, pas mal de gens se posent la question finalement, le Bitcoin, c'est un des gros trucs qui revient. Ça vaut quoi? C'est quoi sa valeur intrinsèque? Est-ce qu'on peut pricer ce truc? Est-ce que on peut mettre des targets? Et puis, est-ce que on sait que ça va rebondir? On imagine que ça va rebondir. On a vu ce qu'on a vécu ces dernières années. Les gens se posent beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'aujourd'hui, si je veux investir, gagner de l'argent tout simplement là-dedans, est-ce que je dois acheter du Bitcoin? Est-ce que je dois trouver d'autres alternatives d'investissement aujourd'hui? Le plus commun semble être le Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut réellement? Parce qu'on a vu la volatilité du truc. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Ça, c'est la question à combien? À 1 million, non? Je sais pas, Cyrus, tu veux commencer? Hein? Alors, ouais, grand plaisir. Je juste parce que redire ce que j'ai dit. La crypto, il y a 4 asset classes. D'accord? Il y a les crypto coins qui sont pour le paiement, comme le Bitcoin. Il y a les plateformes, il y a les utility tokens et il y a les security tokens qui sont la tétrisation de titres à travers la blockchain. Donc, aujourd'hui, il y a des milliers de cryptos. Il y en a probablement 200, 300 qui ont une vraie valeur derrière. Et en effet, le Bitcoin, jusqu'à il y a 2 ans, c'était 100% quasiment du marché, en 80-90%. En 2017, quand il y a eu ce boom de la blockchain va changer le monde dans l'espace de 2 mois,
il y a eu cette bulle qui a grossi. Le Bitcoin a perdu sa dominance jusqu'à 30%. Il représentait seulement 30% du marché total et 70% c'était représenté par d'autres différentes cryptos. Maintenant, c'est à peu près 2 tiers de tout le marché du crypto, la valorisation, qui est sur le Bitcoin et 1 tiers qui est sur d'autres différents projets. Moi, je suis persuadé que ce 2 tiers de Bitcoin va se réduire. Le Bitcoin va probablement prendre énormément d'encours parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai titre institutionnel. Comme Miret a dit, il est listé sur le Chicago Mercantile Exchange. Il y a plusieurs futurs dans le monde maintenant qu'on peut le traiter. Et on voit beaucoup plus d'hedge funds et même des fonds de pension ou juste des asset managers qui spéculent en achetant le Bitcoin parce que si on regarde sur les 6 dernières années, sur un portefeuille classique, s'il était investi, on va dire, je sais pas, 50-50 obligations et equities, il aurait fait peut-être 7 ou 8% à peu près. Si on ajoutait seulement 2% de Bitcoin, probablement ce portefeuille aurait fait à peu près entre 10 et 11%. Donc on voit que seulement avec 2% de risque, ben, finalement on aura fait vraiment un retour. Et la corrélation, elle est en effet en termes de crise, comme il y a eu, elle était assez corrélée. Mais si on regarde sur les 10 dernières années, le S&P, ben, finalement, il n'est pas très corrélé, finalement, le Bitcoin lui-même. Est-ce qu'il faut en acheter? Oui, il faut en acheter. Mais plus important, il faut l'acheter pour 3 raisons. Oui. Il y a le profit. Clair et net, moi je vois ce truc arriver à 100 000, pour moi c'est juste une évidence parce que c'est l'or digital et finalement l'or, ben, ça représente beaucoup plus que 150 milliards seulement. De deux, il faut l'utiliser parce que c'est un produit qui est magnifique. C'est un produit, vous pouvez le recevoir et le transmettre à qui vous voulez. Si mon père, par exemple, j'ai envie d'envoyer des bitcoins en ce moment, il est à Téhéran, je peux l'envoyer en l'espace de quelques minutes, bah, il aura son bitcoin chez lui. Numéro 3, il faut acheter le Bitcoin parce qu'il y a la philosophie qui est derrière, qui est la décentralisation. Probablement beaucoup dans ces personnes qui écoutent, vous aimez Wikileaks ou vous détestez Wikileaks. Wikileaks, c'est un contre-pouvoir qui a permis finalement à montrer le cours de la vérité, de la politique et de l'économie sur plein de différents sujets touchy. Wikileaks aujourd'hui serait mort s'il n'y avait pas le Bitcoin. Parce que quand PayPal s'est dit, ben nous on va plus aider en fait Wikileaks, le seul moyen que Wikileaks a eu pour funder en fait ces différentes personnes, ça a été à travers le Bitcoin. Et donc, ce qui est génial du Bitcoin dans le monde de la crypto, c'est que vous êtes pour une cause. Il y a cette côté où je suis contre la censure, je suis pour un monde décentralisé, et c'est pour ça qu'il faut acheter de la crypto et du Bitcoin. Et bien sûr, il faut acheter Swissborg Token parce qu'en ce moment, bah, il a fait 450% et le meilleur moyen de faire partie de notre communauté. Oui, alors je suis pas aussi enthousiaste que Cyrus parce que pourquoi en fait? Oui, on va un peu de contradiction, ça stimule le débat, mais c'est vrai, moi, d'abord, je veux pas être méchant, enfin, je veux pas être désagréable avec le Bitcoin. Bien sûr, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais déjà, l'histoire qu'on peut transférer à n'importe quel moment, y compris en Iran. Ben, tu as bien vu, Cyrus, que quand il y a eu les manifestations en Iran, le gouvernement, il a fermé Internet et le Bitcoin, c'était fini, basta, terminé. Donc, non, mais tu peux sans Internet en fait. C'est compliqué, mais tu peux en fait. Maintenant, on peut. Oui, mais on n'est pas tous informatiques. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous ingénieurs informatiques, en fait. Je suis d'accord, mais c'est assez compliqué. Je suis en train de parler dans ce téléphone parce que j'ai pas réussi à me connecter correctement. Non, mais c'est vrai que si un gouvernement est un peu autoritaire, il peut vraiment bloquer l'accès. Ça, on doit quand même le dire aux gens. Dès qu'on est dépendant de la technologie comme Internet, ben, des fois, il n'y a pas la technologie. Hein. Si je suis en pleine guerre dans un désert, j'ai pas forcément un attel qui marche avec une connexion. Sans connexion, pas de Bitcoin. 0 Bitcoin, terminé Bitcoin. Voilà, première chose. Deuxième chose, la philosophie. Oui, il y a les gens qui sont des croyants dans la décentralisation. Moi, j'adore cette idée. Je suis pour la décentralisation. J'étais pour l'open Internet, pour l'open source, etc. Maintenant, c'est vrai que la décentralisation, comme on l'a vu, elle a ses limites. Concrètement, tout un chacun, la population, va vraiment accéder ou faire son expérience avec la blockchain, avec des blockchains plus centralisées que ça. Si certaines entreprises, comme vous chez Swissborg, décident de faire des expériences plus participatives, etc.,
ça c'est super. Et si c'est avec la blockchain qu'elles le font, tant mieux, mais c'est pas non plus obligatoire que ce soit avec la blockchain. Ensuite, il y a la surveillance de masse. Alors, la surveillance de masse, ça peut aussi se faire complètement dehors de la blockchain. Donc, je dis pas que la blockchain va amener la surveillance de masse. Je dis juste qu'elle peut faciliter la surveillance de masse, comme le quantic computing, les ordinateurs quantiques qui sont en train d'être développés. Dès qu'on peut brasser énormément de données, si un gouvernement peut contrôler ces données, que ce soit sur la blockchain ou pas, il y a de la surveillance de masse. Il y a aussi les paiements sans contact que la blockchain permet, qui ils ont leurs avantages, mais ils ont aussi leurs défauts. C'est que j'ai plus mon cash dans la main, et puis quand j'ai pas de cash, finalement, je sais pas si je contrôle vraiment mes assets. Et ça, dans des moments de crise, la population, elle veut du tangible quand même, parce que tout d'un coup, tout ça peut se volatiliser. Et maintenant, je vous fais un petit quiz. À votre avis, quel est le principal ennemi mortel du Bitcoin pour L'électricité. nos participants? Ça, c'est vrai. Excellent. C'est déjà les communications téléphoniques ou Wi-Fi ou autre. Mais en deuxième lieu, pour le cours du Bitcoin. L'écologie. C'est pas franchement Alors une question, oui, mais en fait. apparemment ça s'améliore. Non, mais c'est quelque chose qui est en 3 lettres et qui est une grande institution américaine. La Fed. Allez, La c'est Fed ou facile, là. la SEC, c'est un des deux. C'est archi C'est la, facile, oui, c'est c'est la la Fed. Fed. La Mhm. Fed. Pour nos participants qui s'intéressent au Bitcoin et qui ne le connaissent pas forcément, j'aimerais vous dire que depuis que la Fed intervient massivement sur les marchés, la donne, elle a complètement changé. En fait, il y a énormément de liquidités qui sont utilisées à des fins très spéculatives parce que je peux emprunter très bon marché pour investir. Et quand on est dans un environnement comme ça, les gens, ils vont aller dans les actions, dans les obliges à haut rendement et aussi dans le Bitcoin. Ils vont être moins discriminants, ils vont être moins sélectifs dans leurs investissements. Les corrélations vont un peu s'effacer sous l'océan de liquidité. On vit dans ce régime maintenant, franchement, depuis quasiment la création du Bitcoin. Donc le Bitcoin, il a pas pu montrer ses vraies vertus parce qu'il y a trop de liquidités. Quand la Fed, elle a un peu commencé à réduire et puis à réduire son bilan et à remonter les taux d'intérêt, la décorrélation était beaucoup plus claire parce que là, les gens, ils font des vrais choix entre les actifs. Mais quand on est noyé de liquidités bon marché, on a un environnement spéculatif qui prend le dessus. Et là, beaucoup de classes d'actifs sont inondées de liquidités, y compris le Bitcoin, qui commence à suivre les mêmes mouvements du reste du marché. Et quand il y a un crack, c'est les spéculateurs qui partent en premier. Et donc, c'est le même mouvement sur le Bitcoin que sur le S&P 500 à cause de ça. Donc, la Fed est là, elle est très présente dans le marché, elle rachète des ETF, des obligations, des papiers commerciaux, des actions, etc. Ça, c'est pas un environnement très favorable au Bitcoin parce que les actions sont tellement attrayantes, elles montent tellement, je veux dire, quand Tesla passe de $100 à $900, puis même les boîtes en faillite, la Hertz et JCPenney, qui prennent comme ça des pourcentages hallucinants. C'est parce qu'il me suffit de m'endetter pour faire du distress, pour faire des coups faciles, je peux aussi shorter facilement. Alors, oui, j'ai pas vraiment le Bitcoin est noyé dans ça et la Fed fait de la politique de rétention agressive des investisseurs sur le marché action traditionnel. On me dit, mais il faut investir, il faut monter, il faut co-investir avec la Fed. La Fed, c'est le whale, c'est la baleine qui est en train d'acheter, qui est le gros. Et moi, j'ai qu'à co-investir avec lui. En fait, je n'ai qu'à nager en parallèle à côté de la grande baleine et tout va bien se passer pour moi. Donc voilà, c'est un environnement qui n'est pas très porteur pour le Bitcoin, pour le mettre en valeur. Ouais. Oui, je suis d'accord, mais si un investisseur aujourd'hui, il est quand même censé, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine d'ailleurs, il est quand même censé comprendre le principe de la diversification. Alors je comprends qu'on veuille investir avec la Fed, mais on va quand même pas me dire on fait tous du all-in avec les actions américaines et puis on oublie le reste, on peut quand même diversifier. Toi-même, tu commandes tous les jours des cours, mon cher Morning Bull. Tu vois la montée très peu indiscriminée, quoi. Mais tu as raison, il faut de la sélectivité, bien sûr. Mais les gens, ils ont compris que c'est installé, que la Fed, elle est installée pendant un bon moment, là, dans un Oui, environnement acheteur.
Mais je suis pas un exemple. Mais je pense que moi, je suis complètement addicted à mes actions américaines. On est d'accord. Mais la question, c'est aussi justement de dire aujourd'hui, et on le répète assez souvent, il faut diversifier. Donc aujourd'hui, même si 80% de l'investissement il se fait sur les actions, on peut garder quand même 20% du Bitcoin et ça devrait quand même suffire pour pousser à la hausse, non? Merci de l'avoir dit parce que alors moi je suis tout à fait d'accord et j'ai pas été complète. En fait, je pense que à long terme, à très long terme, le Bitcoin est bien sûr un actif de diversification. Cyrus a dit que sur le long terme, c'est vrai qu'il y a des phases de décorrélation et même de corrélation inverse aux actions américaines et il faut avoir une part en Bitcoin évidemment. C'est quand même pas du tout la même proposition que les actions mondiale, je veux dire, et bien sûr, et puis on n'a pas beaucoup d'autres choix en dehors pour diversifier. Donc évidemment. Et puis, ouais, si je peux rebondir là-dessus, je reviens toujours avec mon Mark Twain, mais c'est ce qui se passe, j'ai l'impression, tu regardes ce qui se passe dans le passé, t'as des gros datasets qui peuvent potentiellement montrer ce qui va être le futur. Et si on regarde des monnaies courantes, il y a eu le dollar Spanish qui a fait le 17e du 19e siècle. Après, tu as eu le British Pound qui était la valeur absolue. Après, tu as le gold standard qui est arrivé et puis le dollar qui est arrivé. Demain, potentiellement, ça sera l'yuan. Mais ce que je peux être sûr, c'est qu'il y aura un qui sera dans la crypto. Et c'est certain, c'est juste une question de logique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde est internationalisé. Le monde est un monde. C'est pas un pays, c'est un monde. Si un Chinois aujourd'hui éternue dans le monde, ici en Suisse, ben, on est malade. Et c'est pas seulement parce que les Américains nous éternuent dessus qu'on devient malade. Et ce monde est en train de se faire et ce monde est en train de se créer à travers la data. C'est pas en train de se créer à part les banques centrales et les politiques. Ça existe et ça restera toujours là. J'ai pas dit le contraire. Mais il y a un contre-courant qui est déjà né il y a 10 ans et c'était le Bitcoin. Je ne dis pas que le Bitcoin sera la monnaie de demain parce qu'il y a énormément de problèmes de technologiques, de proof of work, de monopolie chinoise par rapport au fait que c'est les plus gros mineurs. Il y a plein d'historiques qui va avec le Bitcoin qui fera probablement, ça sera peut-être pas lui la monnaie de demain, mais il y aura une crypto en tout cas qui sera représentative à travers ces communautés qui va énormément grossir, je pense. Question. Toi, quand tu dis une de ces, un de ces pays va imposer le Bitcoin, tu dis que c'est quand même un gouvernement qui va l'imposer? Non, je pense qu'il va y avoir une initiative comme Libra ou autre qui vont dire des peurs, non, mais vous inquiétez pas, on utilise vos monnaies. Puis après, ils vont avoir 2 milliards d'utilisateurs, ils vont dire, bon, bah maintenant, on va utiliser notre propre monnaie et ça s'appelle Intel. Et c'est La clair et monnaie, net que ça va se faire. Une des monnaies d'un des alors, grands, ouais. la monnaie, c'est avec l'armée les deux choses sur lesquelles les grandes puissances ne discutent pas. Je veux dire, même quand tu as parlé du dollar, de la livre sterling, etc., c'était toujours des empires avec des flottes monumentales, des armées monumentales. Et aujourd'hui, en gros, les 5 monnaies de référence, comme par hasard, c'est les puissances nucléaires, je veux dire. Donc, comment est-ce qu'elles laisseraient? Parce qu'à la fin, elles viennent, elles attaquent, c'est tout. Je veux dire, je veux pas être... Oui, mais maintenant, la différence, c'est qu'on fait tout à travers là. C'est pas comme si on a besoin d'aller à un guichet avec une banque et avoir tout qui est réglementé, finalement. On peut en passer, en fait. On a moins besoin de l'État qu'on avait besoin hier. Et on le voit dans les vraies républiques. Ouais. D'accord. Qui contrôle ça, alors? Puisque c'est là que ça va se passer. Qui contrôle ça? Ben, le réseau lui-même, après, ben, il sera décentralisé. On le voit déjà maintenant à travers plein de différents, comme Decred. Ouais, par exemple, Decred, c'est des gens qui sont à Zurich. Ben, typique, eux, ben, ils font un Internet décentralisé. Donc, il n'y a même plus besoin d'un réseau d'Internet. On n'a plus besoin d'un Uber non plus. On peut vivre dans un monde décentralisé. On l'a vu avec l'Internet, avec le streaming et YouTube et plein de différentes plateformes qui finalement, on peut créer, être une star, on peut être un dirigeant d'hôtel comme Airbnb sans avoir d'hôtel. On peut disrupter plein d'industries. Avec la blockchain, on peut même disrupter ces Airbnb, ces Uber, c'est Hotel.com et ainsi de suite. Donc ça vient un layer encore en plus. Et du coup, derrière, qui y aura Internet? Ben, personne en fait. Et la valeur. Parce qu'aujourd'hui, Cyrus, aujourd'hui, c'est quand même Alibaba qui dirige l'empire de la finance mobile pour l'Asie, finalement. C'est Tencent. Et c'est Alibaba.
Ouais, Tencent. plus Tencent qu'Alibaba, mais c'est WeChat Il y a qui Alipay. dirige. Oui. Ouais, exact. Ouais. Mhm. Aujourd'hui, on Mais a encore des une fois, géants. Mhm. Oui. mais la Chine, c'est pas un pays 100% démocratique non plus. Donc, c'est clair que c'est une autarcie dans laquelle leur technologie, c'est la technologie de surveillance. Donc, on le voit qu'en Europe, c'est pas le cas. On le voit aux États-Unis, c'est pas vraiment le cas non plus. Oui, mais Mark Zuckerberg, il passe sa vie maintenant au Congrès américain à se justifier. Pourquoi? Parce qu'il est devenu tellement grand qu'on s'occupe de lui, hein, que le gouvernement va lui dire, attends, viens là, il s'est passé ça, les données ont été utilisées, un tel a dit ça sur ton réseau. Il est tout le temps en train de rendre des comptes et à un moment donné, BlackRock, 100%. j'avais cité cet exemple, ils gèrent 7400 milliards. Ils sont devenus l'extension officieuse de la Fed pour beaucoup de travail. Ils leur donnent des mandats sans même d'appel d'offres. Et puis, je veux dire, Facebook, c'est un peu le BlackRock de. Ils sont obligés à un moment, le gouvernement vient et négocie, dit bon, vous êtes devenus trop grand maintenant, il faut qu'on parle. Alors, bon, je suis sûre que tu as raison, il y a des réseaux très décentralisés qui doivent pas pour l'instant être très menaçants. C'est le cas pour des tas de monnaies alternatives aussi qui ont pu évoluer sous le radar. Et le jour où elles sont devenues un peu trop importantes, il y a, il y a les Mais, autorités qui disent attendez, il mais faut qu'on jusqu'au parle là, moment, vous je prenez suis trop de sûr, place. je suis 100% d'accord avec Mhm. toi, Mireille. Jusqu'au moment qu'il y a une crise, c'est toujours pareil. C'est qu'on laissait les banques faire ce qu'ils voulaient jusqu'au moment qu'il y en a un qui allait trop loin et qui a merdé en 2007. On a laissé les grands gérants de la data comme Facebook faire ce qu'ils veulent jusqu'au moment où il y a Cambridge Analytica. On laissera le monde de la fintech centralisée faire ce qu'ils veulent jusqu'au moment où le gars il va se dire mais en fait les gars ils se foutent de ma gueule, ils font tout sur mon dos, je gagne rien, il y a trop de fees, il n'y a aucune transparence. Il contrôle toute ma data et en fait, ma data, ça coûte super cher. Pourquoi je donnerais à Facebook toute ma data juste pour être un influenceur? Peut-être que je peux aller sur une plateforme où j'ai pas besoin de donner ma data ou si je la donne, je la vends en fait. Il y a toutes ces plateformes qui sont mettre en place. Aujourd'hui, on est encore Mhm. à un ère qui est jeune dans la blockchain. Mais on a ces plateformes où, comme Facebook, tu publies ta vidéo, ta photo, et en fonction de tes likes, tu gagnes de l'argent et tout est automatisé sur la blockchain. Et tu le vois, il y a vraiment pas vraiment de middleman à part ceux qu'ils ont programmés et ils ont en effet quelques incentives au sein de la plateforme, mais c'est au moins tout transparent. Et Ah. on va arriver, c'est clair que c'est encore quelques années à développer pour que les gens réalisent et aussi qu'ils construisent des beaux produits, parce qu'aujourd'hui les produits ne sont pas très beaux en général sur la blockchain, mais ça va arriver quoi. Et on l'a déjà vu la Alors, différence entre 2015, 2017 et 2020. alors, 2 points, tu as raison. Si un jour il y a un vrai crack du système, un reset complet, ça peut favoriser l'essor de systèmes beaucoup plus décentralisés dans un moment comme ça de flottement où les gouvernements n'étaient pas sur alerte maximale. Et puis tout d'un coup, ils prennent le dessus. Euh, Deuxième, par contre, un bémol, un risque, c'est quand il y a des systèmes hyper décentralisés, ce qu'on fait, c'est qu'on ne contrôle pas le système, on régule les gens. Tant qu'il y a des territoires sur lesquels moi je suis une administrée, une citoyenne, on peut me réguler moi. C'est exactement ce qui se passe avec l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. C'est les gens qu'on régule. Et à partir de là, un contrôle peut quand même s'exercer. Mais peut-être, alors je comprends maintenant que ce que tu dis, c'est que de manière un peu, ça peut ruisseler comme ça vers un réseau planétaire de gens qui, en tant qu'intermédiaire, sans intermédiaire, sont dans le peer-to-peer absolu et puis ça passe un peu sous les radars et puis ça prend le marché mondial en fait, exactement. D'ailleurs, c'est un peu ce que Facebook a fait finalement. Hein. Ils l'ont pas vu vraiment venir au départ dans cette taille-là. 2,5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, c'est Ouais, c'est énorme. tout à fait. Moi, j'ai une bête question par rapport à tout ce que j'entends, tout ça, pour revenir un petit peu dans le centre. Est-ce que finalement, les banques, le système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il fait encore du sens dans les années à venir finalement? Ou est-ce que avec ces nouveaux produits, ces nouvelles technologies, on peut pas avancer différemment? Oui, Complètement, c'est vrai. c'est que je pense déjà ce qu'il faut comprendre, bon, Swissquote, c'est clair et net, c'est un des meilleurs élèves du monde. C'est une des banques, honnêtement, où j'ai énormément d'estime pour elle. Et puis félicitations d'ailleurs pour les derniers chiffres, dernier semestre, c'était incroyable. Ça se voit que le corona a fait que les gens voulaient traiter derrière le marché, puis la volatilité aussi, j'imagine. Mais il n'y a pas beaucoup de banques finalement comme Swissquote où tu as
tu as le do-it-yourself, tu arrives à être ton propre investment manager, ou tu as des thèmes d'investissement qui permettent, selon ton humeur, selon ton choix, ta philosophie, ou juste avoir un robot advisor qui puisse gérer ton risque avec des fees qui sont assez bas. Mais c'est assez rare de voir ça. On est quand même 99% de la planète à un système bancaire qui en général, excusez-moi pour le dire, qui est assez merdique. Et il y en a plein de ces personnes, en fait, 50% de la planète n'a pas de compte en banque. Ça, faut le dire. Et ces gens-là, ils vont pas construire des banques, hein. En Afrique, ils sont pas en train de mettre des postes avec des lignes téléphoniques, hein. Par contre, 70% de la planète aujourd'hui a un smartphone, peut-être pas un iPhone, mais ils ont un Android qui coûte entre 20 et 30 dollars. Ces gens-là, ils ont soit accès potentiellement à des systèmes de paiement précaires, soit demain, ils peuvent télécharger différentes applications de crypto comme la nôtre, et ils peuvent finalement avoir un compte en banque à travers la crypto. En tout cas, ils peuvent faire du dépôt, du paiement potentiel et faire des achats, des ventes de crypto. Ça, c'est quelque chose qui existe. On le sait, on le voit, et puis nous, on vient de lancer notre application dans ces différents pays. On va avoir probablement un grand nombre d'utilisateurs dans les pays moins fortunés. La deuxième finance qui est exceptionnelle, qui est en train de grandir, c'est l'espace qui s'appelle le DeFi dans le blockchain. Le DeFi, c'est Decentralized Finance. Nous, chez Swissborg, on est un mélange entre le Decentralized Finance et Centralized. On est toujours cet hybride entre les deux. Donc, on crache ni sur l'un ni sur l'autre. On essaie vraiment de prendre le meilleur des deux mondes. Et dans le DeFi, par exemple, si moi, par exemple, Thomas, je te fais un loan à un différent prix, personne ne peut se mettre entre nous, hein. C'est interdit. Il n'y a aucun pays qui dit non, 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 tu n'as pas le droit de faire un loan à Thomas. Non, c'est un gré à gré, c'est du peer-to-peer. Donc, nous, on peut commencer à se faire des loans. Et ce peer-to-peer loan. Ouais. Non, je rigole. Tu veux 1000 balles. T'as 1000 balles, ça m'arrange en fait. Oui. Tant que tu veux pas mes cryptos, je m'en fous, le reste, je viens prêter. Il y a vraiment ces peer-to-peer plateformes. Un des gros projets que nous, on aime beaucoup, ces gens qui nous ont beaucoup aidé dès le départ, ils étaient basés à Chiasso, maintenant ils sont entre Chiasso, Londres et ailleurs. C'était ETH Land. Maintenant, ça s'appelle AV. C'est une plateforme qui fait réellement que ça. Et il n'y a pas énormément, il y a 120 millions, mais il y a 6 mois, ils n'avaient que 60 millions. Et il y a 1 an, ils avaient 10 millions. Donc, on voit une barre de progression qui fait du peer-to-peer lending. Et parfois, c'est du lending classique. Parfois, non, c'est juste les personnes, ils veulent en gros une exposition notionnelle plus grande. Donc, pour faire du margin trading, tu fais du margin trading à quelqu'un qui te prête du Bitcoin, qui te prête différentes monnaies stables pour qu'en fait, tu puisses faire du leverage. Donc là, on rentre plus pas seulement dans le peer-to-peer, je te prête 10 balles et puis ou 100 balles et tu achètes quelque chose. Non, on est même dans la spéculation de la finance. Et à travers notre plateforme bientôt, si par exemple, tu nous déposes en USDC, donc c'est le dollar en crypto, nous, en fait, on va le prêter à différentes personnes qu'on connaît très bien pour avoir du levier et on peut vraiment donner du rendement, en fait, et les personnes peuvent vraiment avoir du levier, en fait, dans leur plateforme. Donc, on est en train de vraiment voir que l'état du DeFi, l'espace de Decentralized Finance est en train de grossir. Il y a des années-lumière de ce qu'on voit sur les marchés traditionnels, mais c'est tout neuf et ça peut potentiellement faire plus de bruit qu'on croit si on commence à avoir plus de personnes dans le monde qui veulent être dans la crypto, qui veulent trader dans la crypto ou qui veulent juste du yield ou des loans classiques, par exemple. Alors, ouais, effectivement, hein, les banques, après 2008, elles ont été tellement réglementées que le proprietary trading a été peu intéressant, peu attrayant. Il s'est déplacé en dehors. Et là, a émergé toute une nouvelle finance avant même la blockchain, en fait. Les particuliers se sont déplacés sur des plateformes, effectivement, comme dit Cyrus, peer-to-peer loans, crowdfunding, les entrepreneurs. C'était aussi très difficile d'avoir du crédit des banques. C'est devenu restrictif et ils se déplacent sur des plateformes aussi où on leur prête peer-to-peer. Des financiers leur prêtent, des hedge funds leur prêtent, des fonds spéculatifs leur prêtent. Ils peuvent emprunter sur des obliges à haut rendement, etc. Même pour les hypothèques, hein.
c'est difficile d'avoir des hypothèques. Alors, il y a des plateformes qui font du mortgage très avantageux, etc., qui contournent les banques aussi. Ensuite, si tu veux emprunter au jour le jour pour 24 heures, tu vas directement sur le marché des repos, des papiers à très court terme et des papiers commerciaux. Mais ça, c'est des special purpose vehicles ou des petits véhicules hors bilan qui font ça tous les jours. Et au départ, cette finance est devenue tellement gigantesque après 2008, elle a gonflé, que le Conseil de la stabilité du G20 s'en est inquiété, puis il a appelé le shadow banking system, la finance de l'ombre. J'avais écrit un livre là-dessus, j'ai dit ouais, la finance de l'ombre, c'est dangereux parce que c'est pas du tout réglementé, ils font ce qu'ils veulent, chacun prête à qui il veut, c'est à peu près comment dire, c'est le paradis c'est le Far West quoi, on fait ce qu'on veut. Et en fait, petit à petit, shadow banking est un mot qui a été enlevé. On a changé ce terme, on a dit market-based finance, credit finance, on l'a renommé et c'est devenu la norme. La norme financière aujourd'hui, elle est un petit peu en dehors du bancaire classique qui se limite à des opérations corporate finance ou merger acquisitions ou du trading à haute fréquence. Mais la finance de crédit, de loan et basée vraiment sur la dette, la finance basée sur la dette, elle se fait maintenant un petit peu, c'est vrai, toute seule. Une partie de ça peut migrer ou a migré vers les blockchains. Voilà. Et c'est là où les blockchains ont hérité de finances peer-to-peer qui préexistaient parce que dès que Internet existe, le peer-to-peer existe. Mais maintenant, on peut en plus le faire avec la blockchain, se prêter en dehors des banques et de manière sécurisée. Et là, la blockchain, elle arrive au bout de la chaîne et elle dit, voilà, je vous offre la solution en plus pour vous prêter entre vous et de manière totalement sûre. Bon, je crois que vous avez les deux, vous avez bouclé la boucle, là, en fait, grosso modo. On arrive dans un nouveau monde, il y a des choses qui sont en train de changer, puis il faut prendre le train avant que ce soit trop tard. En gros, je vais être obligé de downloader l'application Swissborg, c'est ça? C'est ça l'idée, Ouais. si j'ai bien compris? Ouais. Et je Euh, t'enverrai les tokens. je vais terminer avec deux questions plus personnelles. La première, à toi, Cyrus. D'abord, il y a pas mal de personnes qui ont posé la question pendant la discussion de savoir comment est-ce qu'on pouvait acheter du Swissborg. Et puis, qu'est-ce que ça vaudrait dans 10 ans? Non, j'exagère, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, investir, c'est quoi? C'est acheter du Swissborg et se contenter de ça pour les 20 prochaines années? Mais ou bien, comment est-ce qu'on fait pour en acheter plus simplement? Ben, comme je dis toujours, chez Swissborg, on a toujours voulu créer un écosystème financier qui est un peu différent de ce qui est la base, qui est de faire une finance très fair, très juste et très fun. Et on a réussi à travers notre ICO il y a 2 ans et demi de récolter 52 millions de francs à travers 149 pays. Et ça, j'ai encore une fois, on n'aurait jamais réussi à le faire si on n'avait pas la blockchain. Cette blockchain te permet de te connecter de façon la plus logique et la façon la plus sûre, comme elle a dit Mirette. Et maintenant, bah, comment tu veux avoir ces tokens incroyables? Eh ben, il faut télécharger notre World App qui vient de sortir il y a 3 mois, et puis déposer, et puis acheter. Et puis, est-ce que ça vaudra dans 10 ans? Bah, c'est toujours difficile à dire. Je vais juste regarder la boule de Mira. Eh ben, ça vaudra une somme qui sera très intéressante à acheter par rapport à celle d'aujourd'hui. Ces marchés sont très volatiles comme toujours, donc il faut toujours prendre en considération dans le wealth management, si vous avez 100% de votre capital, mettez 30% dans le real estate, 40% on va dire dans les obligations, les equities, 20% du cash pour juste avoir du cash pour une opportunité future et 10% mettez dans la crypto. Et après, diversifiez-vous un minimum dans la crypto. Et notre token, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le top 70, c'est incroyable. Mais il y a un mois, il était dans le top 300, je crois. Donc, clair, il y a énormément de traction chez nous. On est super heureux. Maintenant, on sait que tout le monde qui a investi dans notre ICO a fait une super belle performance, ce qui est incroyable. Ce qui est assez rare, parce que 99% des ICO, finalement, aujourd'hui, bah, ils ont perdu 99% de leur valeur, ce qui est triste. Mais mettez-vous dans la crypto, comprenez la philosophie qui est derrière, le produit, et puis n'oubliez surtout pas que c'est très, très volatile comme instrument. Donc, il y aura plein de bonnes histoires à raconter, et probablement les mauvaises, vous ne les raconterez à personne, comme toujours. Mirette, tout à l'heure, j'ai abordé brièvement un sujet sur l'écologie
et finalement le coût écologique de toutes ces nouvelles technologies, parce qu'on a lu, entendu comme quoi le mining de ce genre de truc au niveau des crypto-monnaies coûtait une bombe en termes d'écologie. Comment toi tu vois ça et qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai vu que par contre, le coût écologique, il tend vers la baisse maintenant parce que le mining utilise de moins en moins d'énergie. Mais c'est vrai que ça reste une partie on peut dire que c'est un business qui, sur le plan de la sustainability, de la durabilité, il n'est pas exemplaire. Dans le mining aussi, il y a une grosse financiarisation parce qu'on titrise le mining lui-même, en fait. Ça, je trouve que c'est pas non plus une très bonne tendance. Donc, il faut toujours, en fait, surveiller le mining quand on est investisseur dans des tokens ou dans des crypto-monnaies. Et donc, oui, tout ça, c'est quand même un bémol où il faudrait que dans ce secteur, il y ait plus de contrariants qui puissent challenger un peu sur ces aspects-là. Sur ces aspects-là et sur l'aspect de la vraie valeur intrinsèque du Bitcoin, je pense qu'il faut du challenge, il faut du débat, comme on a fait là, c'est super. Il faut des contrariants dans le space des cryptos. Et moi, je dirais, aujourd'hui, si tu me demandes c'est quoi le produit vraiment décentralisé et sécurisé, je te dis pour moi, aujourd'hui, de l'or physique listé sur une blockchain, que moi je peux détenir par ce biais. J'ai un compte blockchain qui me donne la garantie de la propriété de cet or physique, qui lui-même existe physiquement. Il est entreposé dans un coffre à mon nom, un coffre nominatif dont moi j'ai la clé. Voilà. Donc j'ai les clés de mon compte, de ma blockchain qui me donne mon compte pour que je vois le cours de mon or qui est listé. Et puis j'ai l'or physique qui est entreposé quelque part, donc il garantit ce compte-là. Voilà, pour moi, c'est ça. J'utilise en fait la blockchain pour la partie sécurité aujourd'hui. C'est là où je la valide totalement parce qu'elle a vraiment fait ses preuves sur ce plan-là. Et puis, j'aurais comme vraie alternative, j'aurais du gold. Yes. Oui, on sait, on connaît ton attirance avec le métal jaune. Ça, c'est. École autrichienne de pensée, on peut pas se refaire. Ok, bien, je vous remercie à tous les deux d'avoir été là ce soir. Je remercie à tous ceux qui ont assisté à cette Trading Week pendant ces 4 jours. J'espère que l'année prochaine, on aura l'occasion de se revoir en vrai ou dans 6 mois peut-être, en vrai et pas en confinement et pas en. C'est toujours un peu froid. Bravo à Swissquote parce qu'ils sont fantastiques, ils arrivent à organiser. C'est un vrai média. Ils arrivent à organiser un peu comme Swissport. D'ailleurs, tout ce qui commence par Suisse, là, ça fonctionne très bien. Swissquote est un média incroyable parce qu'ils organisent des débats contradictoires. Tu te souviens, Thomas? Mais oui, parce qu'on avait fait des débats contradictoires déjà avec Swissquote. Je trouve que félicitations parce que c'est bien, c'est informatif, ça amène l'info complète aux investisseurs, du débat, des questions, c'est super. Vraiment, j'admire. Mais merci à Swissquote et à Jennifer, c'était super cool. Et merci à toi, Thomas et Mireille. Merci Jennifer Traboulsi, elle a été fantastique pour l'organisation. Et merci Thomas, c'est vraiment, tu es tellement modeste, toi tu pourrais faire le débat tout seul. C'est un vrai trader Thomas, et donc on lit le Morning Bull avec plaisir tous les jours. Maintenant c'est sur investir.ch. Merci. Merci Mirette, mais puisqu'on est dans les remerciements, je te remercie de m'avoir donné mon premier job de chroniqueur automobile il y a 2 ans parce que ça a aussi un peu changé ma vie. Il fait tout. Enfin bref. Merci à tous, merci d'avoir été là. J'ai encore des gens qui me demandent quand c'est qu'on pourra revoir et recevoir les présentations et les débats. Les replays seront envoyés par email via YouTube. Donc tous les gens qui se sont inscrits aux 4 séances ou à une des 4 séances recevront le regroupement de toutes les présentations de la semaine et vous pourrez les voir et les revoir. Et puis si vous avez besoin d'autres questions, vous savez où retrouver tout ce petit monde, soit via LinkedIn, soit via, j'ai déjà donné mon email plusieurs fois, donc vous gênez pas si jamais. J'ai eu beaucoup de retours aussi où les gens sont revenus spontanément par email poser des questions et ouvrir des discussions qui étaient très intéressantes. Voilà, merci à tous, merci à Swissquote, merci à toi Cyrus, merci à toi Mirette. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis à très bientôt j'espère. Salut, merci. Bye bye. Salut.